Politique Week-end continue avec notre invité Ramayad. On va se pencher sur cet article du journal du dimanche ce matin dans vos kiosques. François Hollande qui s'est confié au JDD avec cette phrase: le retournement économique arrive. Et il s'explique plus en détail. Il parle de plus de croissance, de plus de compétitivité, de moins d'impôts à venir aussi pour les Français dans les prochaines années. Alors, peut-être que ça fait un peu figure de méthode Coué, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi d'un déclic psychologique du côté des Français? Est-ce que l'opposition n'a pas son rôle à jouer aussi là-dedans? Bien sûr, et nous, en tant qu'opposition parlementaire notamment à l'UDI, à l'Assemblée, nous avons fait de grands efforts de conciliation. Il y a même certains d'entre nous qui ont voté pour les mesures de Manuel Valls. Donc, mais on n'a pas vocation à être la roue de secours non plus du gouvernement, qui doit assumer. On a l'impression que vous le regrettez un petit peu d'ailleurs. Depuis quelques jours, Yves Gégaud dit: oh là là, nous ne sommes pas Moi, dans je la majorité de rechange. François Bayrou dit pareil. Mais vous auriez fait quoi, vous, à l'Assemblée mardi? Je n'aurais pas voté, honnêtement. Ni pour ni contre, abstention. Parce qu'il n'y avait pas de mesure de structure, c'est-à-dire les réformes de fond qu'attend le pays pour vraiment provoquer ce choc, justement, susceptible de créer un élan pour la croissance. Il ne suffit pas d'annoncer des coupes budgétaires. Il ne suffit pas de faire un coup de rabot, sans d'ailleurs toucher aux prestations sociales les plus élémentaires. Je pense par exemple aux petites retraites qu'il faut absolument sacraliser. Si cela ne s'accompagne pas de mesures structurelles, c'est-à-dire les 35 heures, l'âge de départ à la retraite. Quand à droite, certains disent qu'il faut même peut-être 130 milliards d'économies, 50 milliards, 50 milliards c'est déjà un début. Nous disons 80. Nous disons 80, oui, on est entre les deux, on est bien centré. Mais 80, la droite ne l'a jamais fait pendant les 10 années qu'elle a passé au pouvoir. Je vous rappelle que la droite a quand même fait la RGPP, qui nous a été la révision générale des politiques publiques, où il s'agit de réduire les coûts de fonctionnement de l'État. Mais cela ne suffit pas de réduire les coûts de fonctionnement. Il faut aussi baisser les charges pour créer de la compétitivité pour les entreprises. C'est ce que prévoit effectivement le plan. La question est comment financer cela, et donc autrement que par la croissance économique, qui ne peut être provoquée autrement que par des réformes de structure. C'est QFD. Et le problème, c'est que ça manque cruellement dans ce plan. Ça veut dire que, Ramayad, vous ne croyez pas justement à cet optimisme affiché par François Hollande, qui dit ça y est, la deuxième partie du quinquennat avec de la redistribution, le retournement, ce fameux nouveau terme trouvé par le président. Vous y croyez ou pas? Et comme nous sommes une opposition constructive, on a envie de le croire. Et on a envie même que François Hollande réussisse, parce que sa réussite, son succès, notamment sur le plan du chômage et de la crise économique, ce sera le succès de la France et des Français. Seulement, je pense qu'on se paye de mots. On a déjà entendu le président de la République annoncer avec le même optimisme qu'il inverserait la courbe du chômage avant la fin de l'année dernière. Ce n'est pas le cas. On l'a déjà entendu annoncer le retour de la croissance. Ce n'est pas le cas. Donc on avait déjà vu annoncer d'ailleurs une révolution fiscale. C'était Jean-Marc Ayrault, dont on n'a absolument rien vu. Si ce n'est, ça a permis à M. Ayrault de se maintenir un peu plus au gouvernement. Donc la parole du président, elle a un poids et une valeur. Et je regrette que cette parole soit bradée par des promesses qui ne sont jamais tenues. Et cela provoque une rupture avec les Français, qui se voit dans les sondages d'opinion concernant le président, dont on voit le décalage avec le Premier ministre. On va en parler dans un instant. Oui. Mais surtout, une rupture avec le peuple de gauche, qui a sanctionné très sévèrement François Hollande et les socialistes. Pendant les 2 premières années, la droite, le centre, l'opposition, vous avez réclamé une clarification du cap à François Hollande. Vous avez le sentiment aujourd'hui que ce cap est clarifié? Il a fait un coup médiatique intéressant avec la nomination de Manuel Valls à Matignon. Mais cela dit, aujourd'hui, nous assistons à une situation absolument explosive dans la majorité, puisque vous avez une majorité qui est entrée en dissidence. 41 parlementaires socialistes qui refusent de soutenir... Là, la question n'est pas sur la cohésion et la cohérence éventuellement de cette majorité, mais sur le cap lui-même, le cap politique. Mais le cap, on a un plan de stabilité, on a des économies qui sont annoncées, très bien, ça va dans la bonne direction, c'est ce que nous attendions depuis longtemps, mais comment on y arrive, avec quels moyens et avec quelle majorité, c'est aussi une question qu'il faut poser, et avec quelle réforme de fond, c'est aussi une question qu'il faut poser. Et par rapport à ces questions, il n'y a pas de réponse, c'est la raison pour laquelle, si j'avais eu la chance d'être député, je n'aurais pas voté
ces mesures. On va parler de Manuel Valls avec ce rendez-vous important qu'il a eu mardi à l'Assemblée, ce vote sur les 50 milliards d'euros d'économies, sur cette trajectoire pour réduire les déficits publics. Il s'est revendiqué le lendemain sur France Inter d'une gauche profondément moderne. On va l'écouter, on en reparle dans un instant. J'assume ce réformisme. J'assume cette social-démocratie, ou au fond cette gauche profondément moderne qui regarde la réalité en face et qui en même temps veut répondre à l'attente de justice sociale. Peut-être que depuis 2 ans, nous n'avons pas assez assumé ce que nous avions engagé et ce que le président de la République avait engagé. Alors Amayad, il incarne une forme de modernité, Manuel Valls. Incontestablement, puisqu'il appartient à une nouvelle génération à gauche. Il a participé aux primaires socialistes et il s'en est très très bien sorti manifestement. C'est un homme qui semble être modéré dans son positionnement à gauche, contrairement à un Jean-Luc Mélenchon par exemple. Néanmoins... Politiquement, d'un point de vue politique, au-delà de sa personne, il y a une forme de modernité dans cette façon... Dans la communication, mais la communication... Mais pas sur le fond, vous dites. La communication ne fait pas tout en politique. Après, c'est un social-démocrate. C'est quand même le socialisme de l'offre, c'est l'entreprise, c'est la réduction des déficits. Une fois qu'on vous a mis dans une case ou dans une catégorie, après, l'essentiel, c'est ce que vous faites, ce que vous en faites. On a le sentiment qu'il vous gêne un peu, au fond. Quels sont les angles d'attaque que vous avez pour vraiment contrecarrer Manuel Valls et sa politique aujourd'hui? On ne va pas l'attaquer pour avoir envie de l'attaquer. On n'a pas envie d'attaquer Manuel Valls ni qui que ce soit. On veut des résultats. Et donc, on va attendre les résultats. Et en attendant, on va poser des questions, on va demander des conditions, on va demander un cap, une vision, une méthode. Ce n'est pas illégitime, c'est le rôle de l'opposition. Mais aujourd'hui, nous avons une majorité qui est profondément divisée, puisque je vous disais, il y a une quarantaine de députés qui sont entrés en dissidence et qui continuent à l'être malgré les déclarations de Manuel Valls. On voit bien qu'il ne faut pas changer d'avis. Non, il n'a pas changé. Le gouvernement ni le Parti socialiste. Non, mais qu'il garde le cap. On va voir ce qu'il en est par rapport aux résultats. Mais moi, je dis que la mesure qui consiste à provoquer des milliards d'économies sans réforme structurelle, cela me fait douter. Mais si ça marche, tant mieux. Nous serons les premiers à applaudir. Vous reconnaissez une forme de mise à jour du logiciel du Parti socialiste, du logiciel politique qui est en cours? En fait, moi j'ai une interrogation personnelle. Qui de Manuel Valls ou de François Hollande va imprimer sa marque dans ce nouveau gouvernement? Est-ce que, malgré toute sa bonne volonté, Manuel Valls arrivera à s'imposer, à imposer la ligne social-démocrate qu'il revendique? Je me pose des questions quand je vois le nouveau gouvernement, puisque on a vu que Manuel Valls est quand même entouré de plein de proches de François Hollande qui manifestement a l'air de le tenir en surveillance. Est-ce que Manuel Valls, dans ce contexte-là, va être en capacité d'incarner cette modernité social-démocrate que, je vous rappelle, incarnait François Hollande au moment de la présidentielle, En même temps, entouré est-ce qu'il sera en capacité de tenir les promesses absolument irréalisable de François Hollande? En même temps, il est, comme vous dites, entouré de proches de François Hollande, mais avec un François Hollande extrêmement impopulaire. Il est aussi amené à soutenir un François Hollande qui est au plus bas dans les sondages. Est-ce que ça peut tenir longtemps comme ça? Est-ce que c'est une crise institutionnelle qui se profile pour vous? Ce que je souhaite, en tant que simple citoyenne française, c'est que la nomination de Valls ne soit pas un piège pour lui, et les Français seraient témoins, pris en otage d'une crise institutionnelle. Je veux dire par là que tout le monde s'est quand même dit que cette nomination de Valls, qui n'était pas le choix premier de François Hollande, d'après ce qu'on avait compris, pouvait peut-être entraîner sa rocardisation à un moment donné. C'est-à-dire on vous nomme pour mieux vous étouffer et pour mieux empêcher la concurrence de naître. Alors j'espère qu'il n'y a pas de stratégie politicienne de ce genre derrière, parce qu'encore une fois, il faut que ce gouvernement réussisse pour le bien de la France. J'espère que les deux hommes sont sur la même longueur d'onde, parce que institutionnellement, c'est indispensable, dans un contexte en plus où la majorité est profondément divisée. Donc nous jouons le jeu d'une opposition constructive. François Zocchetto, qui préside notre groupe au Sénat, Philippe Vigier à l'Assemblée nationale, se sont rendus auprès de Manuel Valls pour l'écouter et pour être écoutés, je l'espère. Nous avons des revendications bien précises pour que Juste sur ce décalage de popularité entre les deux têtes de l'exécutif, on va regarder cette enquête d'opinion parue dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin, enquête de BVA. Tout d'abord sur les bonnes opinions qui concernent Manuel Valls, 60% de bonnes opinions. Et quand on va un peu plus loin, eh bien, il y a cette question qui est posée aux personnes interrogées sur la préférence des Français. Manuel Valls face à ses rivaux, alors rival ou pas, on peut en débattre. François Hollande, vous voyez ce score qui s'affiche, 73% des Français préfèrent Manuel Valls à François Hollande. Ça fait un déséquilibre énorme. C'est viable sur la longueur, c'est tenable, ou est-ce qu'on va vers une crise institutionnelle?
il vaut mieux avoir un Premier ministre populaire qu'un populaire, pour le bien de la France. Pour le bien de François Hollande, je ne sais pas. Ça dépend de l'état des relations entre les deux hommes. Cela dépend, à mon avis, du succès ou non de Manuel Valls. Et au fond, il ne fait qu'appliquer la politique de François Hollande. Donc, à mon avis, la dichotomie sur laquelle on essaie de jouer entre les deux hommes n'a pas de sens. Ils sont tous les deux dans le même bateau. Ils sont liés. L'un applique la politique du président. Pour moi, c'est clair. Je ne fais pas de distinction entre les deux. Emmanuel Valls assume complètement les orientations de François Hollande. Une enquête d'opinion pour iTélé qui semble indiquer le contraire. On va regarder ces chiffres. 60% des Français se disent intéressés par ces élections européennes. Alors, c'est 16 points de moins que pour les municipales, mais c'est au-dessus de la précédente campagne des européennes. 6 points de plus. C'est quoi, vous, votre sentiment? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de désenchantement quand même des Français vis-à-vis de cette construction européenne? Et comment réenchanter l'Europe aujourd'hui? Écoutez, ce n'est pas nouveau. La question que vous posez est posée à chaque élection européenne. Et voilà, justement. Et à chaque fois, rien ne change. Rien ne change parce que l'Europe, on considère que c'est loin, qu'elle ne protège pas assez, qu'elle n'est pas un rempart suffisant par rapport à la crise économique, parce que la légitimité démocratique de ses représentants, de nos représentants, n'est pas assez forte. Les Français ne connaissent pas forcément leurs députés européens. Les eurocirconscriptions sont énormes et ne facilitent pas un travail de terrain. Et enfin, il n'y a pas un travail de pédagogie assez fort qui est mené pour faire connaître les avantages. Alors, les Français savent qu'ils doivent être européens. Je pense que le sondage, il est vrai. À savoir, moi-même, je veux dire, on est tous très attachés à l'Europe. On ne peut pas avoir un destin autre qu'européen. Vous-même, quand vous avez eu la possibilité d'être eurodéputé, Nicolas Sarkozy vous l'a demandé, vous avez refusé, décliné, accroché en disant pas question. Parce que, attendez, la raison, vous connaissez très bien Michaël Darmon, la raison, c'est que j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme et je dérangeais et on voulait m'exfiltrer de là. Et donc je ne voulais pas que Bruxelles serve de prétexte à une exfiltration et un renoncement sur la question si indépendamment des questions politiciennes, on va dire, ou des raisons donc en coulisses. Sur le fond, vous n'étiez même pas convaincu que c'était effectivement un mandat intéressant? Sur le fond, mais non. Regardez ce qui vient de se passer à propos des élections européennes à l'UDI, où j'étais pressenti, c'est pas faute d'avoir accepté, mais simplement, moi, préféré quelqu'un d'autre. Mais c'est un problème, c'est qu'on n'a pas non plus de locomotive, à part Marine Le Pen, qui est la seule identifiée comme députée européenne. On ne connaît pas assez les députés européens. Il nous reste moins de 3 minutes, justement. Oui. On va évoquer cette campagne des européennes dont on a beaucoup parlé cette semaine. Celle de Marine Le Pen, elle l'a lancée, si l'on peut dire, lors du discours du 1er mai. C'était jeudi. Et puis, elle en reparle dans les colonnes du JDD avec cette interview et cette phrase « Nous voulons bloquer l'avancée de l'Union européenne ». C'est une europhobie assumée de la part du Front National. Est-ce que vous ne craignez pas qu'elle agrège tous ces mécontentements et qu'elle ne finisse par rafler la mise? Si on suit sa logique, elle n'a aucune raison d'aller siéger à l'Union européenne. D'ailleurs, elle n'y siège pas, puisqu'elle est l'une des plus absentes. Donc, les Français n'ont aucune raison de voter pour elle. Elle n'y siège pas, elle n'aime pas l'Europe, elle veut la destruction de l'Europe. Il faudrait peut-être qu'elle se batte pour être élue au Parlement français, ou je ne sais où, mais en tout cas, pas à l'Union européenne. Deuxièmement, moi, je ne suis pas naïve. Je fais partie de ceux qui étaient très circonspects par rapport à la constitution au projet de constitution de 2005. Donc, je ne suis absolument pas naïve sur l'Union européenne. Il y a des choses à faire. L'Europe doit être la locomotive politique des États européens. On le voit sur l'Ukraine, sur la Palestine. L'Europe ne dit rien. L'Europe doit pouvoir parler, représenter politiquement les Français et l'ensemble des Européens. La deuxième chose, c'est qu'elle doit être la locomotive pour incarner une mondialisation à visage humain, c'est-à-dire nous préserver d'une concurrence qui est très forte de la part de nos rivaux, mais en même temps nous permettre de gagner des parts de marché à nos entreprises, d'être plus compétitives et puis de lancer des grands projets industriels qui nous permettront d'identifier mieux les avantages de l'Europe. Ces avantages existent. Savez-vous qu'il y a une carte d'assurance maladie qui est européenne? Savez-vous qu'il y a par exemple, il y a Erasmus évidemment, il y a Europol, il y a Eurojust, il y a une citoyenneté européenne qui apporte énormément, mais simplement nos députés européens devraient avoir, à mon avis, plutôt que de simplement tout faire à Bruxelles et à Strasbourg, occuper l'espace national également. On revendique également de la droite et du centre. La campagne que mène l'UMP aujourd'hui, cette espèce de multi-campagne totalement donc en ordre dispersé, c'est aussi un signal. Est-ce qu'on voit bien que même à l'UMP, on n'arrive pas à parler donc de l'Europe autrement qu'en se disputant?
Le MP est au clair sur l'Europe. Parce que la classe politique a l'habitude de se défausser sur l'Europe. Dès qu'elle a des ennuis, dès qu'il y a des réformes difficiles à faire passer, c'est la faute de l'Europe, c'est pas de notre faute. Et donc, il est très facile, effectivement, de se disputer sur le dos de l'Europe parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'enjeu, alors que les enjeux sont absolument fondamentaux. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous n'avons pas ce type de dispute au centre, à l'UDI et Modem, évidemment, puisque nous formons une alliance électorale qui s'appelle l'Alternative. Nous sommes clairs, nous sommes pro-européens, sans être euro-béats. Merci beaucoup, Ramayad, d'avoir été l'invité de Politique Week-end. Il est tout juste 20h, l'heure d'un nouveau journal dans Intégral Week-end.